Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Madame Claudia Rouleau qui vient nous partager son histoire en tant que proche aidante. Bonjour Claudia. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon émission. Bien, merci Karine pour cette belle invitation. Toi, tu as été proche aidante pour qui? Ma mère Nicole. OK. Parle-moi de elle dans le temps que tout allait bien. Bien, Nicole, c'était une femme très active, très sportive, qui performait beaucoup dans tous les sports qu'elle pratiquait. Fait que ça jouait au volley, au tennis. Elle était performante en sport et elle était aussi championne au quilles. Donc, elle a raflé là, plusieurs trophées au quilles. Et aussi à la danse, elle dansait le Charleston. Donc, c'était une championne, ma mère, de Charleston. Wow! Elle a aussi été couronnée en 64 dans son village natal d'East Broughton, reine du carnaval. Donc, ça a été un moment important dans sa vie. Et elle a marié mon père en 70, Michel Rouleau. Puis, je dirais que ma mère, c'est une femme fière, donc toujours bien mise. Elle aimait la mode, elle faisait beaucoup de parades de mode dans les boutiques. Donc, elle était très active. Oui, active, puis une femme originale qui vivante. C'est ça, qui était bien mise. Elle a même gagné là, le titre de vendeuse de l'année. Elle travaillait dans les boutiques Rosalie, qui étaient des vêtements pour dames à Lévis. Donc, wow. C'est comme ça là, qu'elle a terminé sa carrière, si on veut commencer et terminer sa carrière. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie qui a fait que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait de pas comme... D'habitude, là, il y a deux moments marquants là, que j'ai en tête. D'abord, en 88, ma mère, à ce moment-là, elle avait 39 ans. Elle a été hospitalisée d'urgence en raison d'une forte fièvre. Donc, elle arrive à l'hôpital, les médecins l'immergent dans la glace. Puis, quelques semaines avant, elle nous disait, quand elle montait à l'étage à sa chambre, bien, il y a quelque chose avec mes jambes. Je trouve que c'est comme si je portais des bottes d'escalpin. Fait que, tu sais, les jambes étaient lourdes, pas de douleur, mais c'était vraiment difficile pour elle de monter l'escalier. Et à l'hôpital, c'est une jeune médecin tout juste sortie de l'université qui a diagnostiqué sa maladie qui s'appelle une polymyosite sévère. Dans le fond, c'est une maladie musculaire dégénérative qui attaque tous les muscles du corps. Oh. Et c'était le premier cas à l'hôpital. Donc là, les médecins impuissants, ils ont rencontré mes parents pour dire, bien là, si la fièvre ne cesse pas dans les prochaines heures, elle va décéder. Oh mon Dieu! Oui, fait que là, ça, c'était comme l'état de choc. Par contre, ma mère, c'est une femme déterminée à vivre, qui mordait, comme tu disais, tantôt, est active, mais c'est une femme qui croquait dans la vie. Qui était vivante. Oui, c'est ça. Donc, elle a fait venir mon père sur le pied du lit d'hôpital, puis elle a dit, moi, c'est hors de question que je décède. Les deux filles, moi, j'avais 15 ans. Ma petite sœur Peggy avait 11 ans. Ouf. Donc, là, elle a dit, moi, ils ont besoin de moi, les filles. Je veux les voir grandir. Et 4 mois d'hospitalisation plus tard, réhabilitation pour réapprendre à marcher. À ce moment-là, elle était de retour, heureusement, là, à notre grand bonheur à la maison. Une année marquante, mais heureusement, on est positif. Un peu comme ma mère, on gardait en avant. Oh, oui, c'est ça. On avait d'affaires à se retrousser les manches, c'est ça. Alors, le deuxième moment où là, on a vu qu'il y avait un changement dans sa maladie, c'est en 2017. Je me rappellerai toujours d'un souper qu'on a eu en tête-à-tête, elle et moi, le 1er janvier 2017. On mange toutes les deux pour fêter la nouvelle année. Et là, ma mère, elle me lance vraiment un cri du cœur, puis je l'avais rarement vue là, découragée comme ça. Là, elle me dit, là, Claudia,
ça me prend à peu près 4-5 heures par jour pour réussir à dégager mes voies respiratoires, avec de la misère à avaler sa salive, puis pour être capable de manger sans s'étouffer, bien là, tu sais, elle devait là, se libérer de ses sécrétions, puis 4-5 heures par jour, moi, je me disais, mais ça n'a toujours bien pas de bon sens. Donc là, ça a été là, le deuxième moment où j'ai vu là, que rien n'allait plus là, pour elle parce qu'elle, c'est ça, elle était Puis il y a eu au bout combien de son de rouleau. temps? 30 ans. Ben, combien de temps entre la sortie de l'hôpital puis ce moment-là, le 1er 30 janvier? ans. Donc, ma mère, contre toute attente, parce que les diagnostics des médecins, elle les a tous déjoués, ma mère. OK. Donc, elle a vécu ces 30 années-là avec la maladie, avec ses limitations. Mais ma mère, c'était quelqu'un qui savourait ce qu'elle avait au lieu de s'apitoyer sur ce qu'elle perdait. Donc, elle regardait le verre plein et non pas le verre vide. Donc, oui, elle avait beaucoup de deuil de ses sports, deuil d'une carrière, tout ça, mais elle s'accrochait à ce qui lui restait. Parce qu'elle était passionnée de sport, là, c'est ça qu'on disait au début. Caroline. Ouais. Mais comment vous avez réagi à tout ça? Comment vous avez, avez-vous fait une réunion? Avez-vous... Bien là, quand en 2017, là, la difficulté d'avaler, elle m'a exprimé cette réalité-là là, qui était comme nouveau dans le décor. Ben moi, je suis une fille d'action. C'est sûr que ça est venu me chercher au cœur quand ta mère est en détresse et tout ça. Donc, j'ai fait des recherches. Je suis allée au centre Paul-Gilbert parce que là, je me disais... J'ai demandé au personnel là-bas, vous ne devez pas laisser vos patients mourir étouffés. Là. Il doit bien exister quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert qu'il existait un appareil pour aspirer là, les sécrétions des malades. Fait que j'ai dit à mon père, j'appelle mon père, je pense que j'ai trouvé la solution. Tu voulais trouver des solutions pour l'aider à se sentir mieux? Parce que toi, tu voyais... soulager, là, parce que quelqu'un, tu sais, nous, on savait qu'elle pouvait mourir étouffée. Fait que, il n'y en avait pas question. Non, il n'y avait pas question. Là. Vous avez suivi vraiment le chemin de votre maman. Oui. On est positif, on trouve des solutions, puis on fonce. Oui, c'est en plein ça. Ouais. C'est quoi les premiers pas que vous avez fait en tant que, tu sais, bon, là, elle est malade, es-tu en sécurité à la maison? Es-tu... Tu sais, elle voulait sûrement rester chez vous. C'est quoi un peu les premiers pas que vous avez faits là, pour choisir son environnement, choisir comment on... Bien là, dans le fond, suite à ma trouvaille de l'appareil, bien là, j'ai proposé à mes parents, comme premier geste, de les accompagner chez le rhumatologue parce que ma mère, trimestriellement, était suivie serrée là, à cause de sa maladie. Pour aller justement proposer ça, de se procurer un appareil s'il fallait. Et je me rappellerai toujours, là, on est allé au rendez-vous en février 2017. D'habitude, j'y allais jamais, mais là, j'ai décidé d'accompagner mon père, ma mère, pour m'en mêler. Et là, ma mère explique sa situation au rhumatologue qui explique que là, la maladie a atteint une autre étape, une autre phase, et que là, c'est ces muscles de la déglutition, les muscles de la respiration qui sont atteints. Donc, puis que la médecine ne peut plus rien faire. Là, ça fait partie de la polymyosite sévère dont elle est atteinte. Oh là là! Alors là, moi, je me lève, puis je dis, bien, un instant, j'ai dit, là, c'est pas vrai qu'on va laisser ma mère à manger comme ça, à avoir de la misère à avaler sa salive. Puis là, j'ai dit qu'on veut se procurer un appareil pour dégager ses voies respiratoires. Et là, il m'a rappelé à l'ordre en disant, si vous dégagez ses sécrétions, sa salive, elle va en procurer 2 fois plus de salive. Puis dans une journée, il me disait qu'on génère à peu près 1 litre de salive par jour. Fait que c'était pas vraiment une bonne idée. Puis là, bien, il recommande à ma mère plutôt de rencontrer le spécialiste des soins palliatifs dans la même journée. Là, on était le matin, puis genre, il y avait une place dans l'après-midi. Fait qu'un peu à contre-cœur, ma mère, elle a accepté, mais dans le fond, c'est ça. On s'est ramassé dans le bureau
du spécialiste en soins palliatifs qui a recommandé 3 choses à ma mère. La première, de ne plus revenir à l'hôpital parce qu'il a dit là, justement, c'est trop d'énergie pour vous. C'est comme monter une montagne là, de vous déplacer à l'hôpital. Donc, gardez cette énergie-là pour vous. Son deuxième conseil, c'était, il a regardé les médicaments à ma mère, puis il dit là, vous pouvez commencer à arrêter certains médicaments. Puis sinon, ben il a dit, là, il nous a regardé les 3, puis il a dit, vous avez là une famille tissée serrée, fait que, tu sais, emmagasiner vos souvenirs ensemble. Fait que ça, ma mère, ce rendez-vous-là, ça a été tough. Elle a appelé ça le choc, là, parce que disons que c'était pas... Il vous préparait là, à voir que, tu sais, là, ça faisait comme 30 ans, nous autres, qu'on était sur un air d'aller, puis qu'on voyait que ma mère, oui, puis elle défiait les pronostics, mais que ça. Là, il y avait comme un ultimatum. Là, il a sonné comme la cloche, comme on dit. Là. Fait que pour répondre à ta question, tout à fait, mon père, il souhaitait à tout prix garder ma mère à la maison à ce moment-là, mais ça y prenait de l'aide, là. Fait que dans le fond, vu que vous avez besoin d'aide, vous avez trouvé l'aide comment, les ressources? Vous avez appelé, vous avez demandé où? Bien, dans le fond, là, c'est mon père qui était le principal intéressé parce qu'il voulait garder ma mère à la maison. Donc, rapidement, il a interpellé là, le CIS de Chaudière-Appalaches pour avoir un travailleur social qui, lui, a fait intervenir toute une équipe multidisciplinaire. Fait que je donne l'exemple de l'ergothérapeute qui est venue à la maison. Elle, ben, s'est occupée que ma mère ait un lit d'hôpital dans la maison avec les coussins là, pour pas qu'elle fasse de plaies sur sa peau, puis ouais, tout ça. Ensuite de ça, il a fait venir la nutritionniste parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids, donc elle a fait un régime adapté, riche en gras pour que ma mère elle reprenne un petit peu des plumes, comme on dit. Oui. Puis l'infirmière, évidemment, qui est venue, mais pas juste pour des prises de sang. L'infirmière a été une belle ressource pour répondre aux questions et aux préoccupations de ma mère. Puis évidemment, à partir de ce moment-là, il y a le médecin de famille qui a eu un rôle important pour mon père parce qu'il acceptait de venir à la maison la visiter. Donc, au lieu qu'elle aille à l'hôpital, à ce moment-là, c'est le médecin de famille qui a pris le relais pour veiller puis suivre là, de près sa maladie. L'autre chose qui est importante pour mon père, pour lui permettre de garder ma mère, parce que les médecins pensaient qu'elle décéderait dans 2-3 mois, mais elle a vécu 30 mois, ma mère. Wow! Oui, à la maison, sans sortir. Donc, c'est pour ça là, que l'aide fait toute la différence. C'est ce qui fait qu'elle a pu rester à la maison tout ce temps-là. Seule, vous auriez été épuisée. Oui, c'est sûr. Puis là, mon père, pour être en permanence proche aidant, ben il avait besoin de répit aussi. Fait que là, il a trouvé une dame, il a appelé la coopérative de soins à domicile qui proposait 2 types de services, là, l'aide à la maison ou l'aide à la personne. Puis mon père, il voulait l'aide à la personne. Donc, il voulait que quand il s'absentait, qu'il y ait une dame de confiance qui s'appelait Micheline qui soit là pour veiller sur ma mère. Donc, de prendre des répits. Puis si mon père est encore vivant aujourd'hui, puis top shape, comme on dit, c'est parce qu'il s'est accordé des moments pour continuer son ski de fond, ses conseils d'administration pour pas... c'est ça. Hein? Il fallait qu'il continue un peu sa vie là, pour être capable de sortir de... Ça doit être dur là, pour lui de voir sa femme comme ça partir tranquillement. Dépérir, puis devant lui, puis être impuissant. Oui. Fait que mentalement, c'est dur. Physiquement, c'est dur. Moi, il y a des bouts où j'étais plus inquiète de la santé de mon père que de ma mère. Et c'est grâce à ce répit-là qui se donnait là, quelques heures par semaine qui a réussi. Je suis contente que tu le précises, ça, que tu étais plus inquiète aussi pour ton père. Vraiment. Bien, pour être capable de bien prendre soin de quelqu'un, il faut aussi prendre soin de soi. Fait que, tu sais, au moins, c'est merveilleux. Il a pu garder l'équilibre dans ça, là. Merveilleux. Oui. J'aimerais ça savoir si vous avez fait une réunion de famille pour déterminer, tu sais, quand vous avez décidé qu'elle restait à la maison, c'est parce que vous étiez prête à tout en prendre soin. Oui. Mais vous ne pouviez pas toutes faire les mêmes choses. Non. Avez-vous déterminé ensemble qui fait quoi? C'est quoi les forces? C'est quoi les limites de l'autre?
Comment vous avez fait ça? Oui, oui, comme tu dis, si ça a été possible, c'est parce qu'on a formé une équipe, là. Oui. C'est ça. Puis des conseils de famille, on en a fait plusieurs, hein. OK, pas juste une, Non, là. non, non, non. Mais tu sais, 30 mois, là, à la maison, bien, ça évolue. Fait que dès qu'on constatait des changements, on s'en parlait les trois. Puis on impliquait ma mère. Parce C'est ce que j'allais vous demander. ça, c'est un point Important. essentiel parce que il s'agit de la personne. Tu sais, Ben je veux oui. dire, les décisions, ils concernaient ma mère, sa fin de vie, mourir dans la dignité. Fait que... Puis elle avait toute sa oui, elle était pensée, toute là, ma elle, mère. là. Là. Puis, tu sais, nous, notre but, c'était d'écouter ses volontés. Donc, oui, on se levait un flag ensemble avec ma soeur, mon père, puis on se disait là, ce sujet-là, c'est qui est mieux placé pour l'aborder, hein? Parce qu'il y a des sujets, des fois, plus touchés que d'autres. OK, c'était hein? pas juste les tâches, c'était les sujets aussi. Tout à fait, oui, oui. Bien, c'est un bon point, ça. Fait qu'on s'est partagé, c'est ça, qui était en mesure d'amener quoi, parce que ma soeur est travailleuse sociale de formation, fait qu'elle elle avait des bons conseils à nous donner. Puis, était ma soeur plus à l'écoute de ma mère. Tu sais, mon père, lui, c'était l'homme d'action. Son rôle, c'était elle va manquer de rien. Donc, si ça prend des ressources, des équipements, de l'aide, tassez-vous de là. OK. Mon père, Ça, c'était il son opère, travail. OK. c'est ça. Fait que mon père, il est efficace et est habitué d'être dans l'action. Mais au quotidien avec elle, tandis que ma sœur et moi, bien, on était en appui à mon père qui, lui, était le principal proche aidant, puis nous, on venait une fois par semaine. Mais l'avantage que ça avait dans notre rôle, c'est que quand tu vois quelqu'un une fois par semaine, tu vois plus facilement l'évolution de la maladie, alors que mon père, qui était là au quotidien, des fois, lui, il n'avait plus le recul, tu sais, pour savoir... Ah, Seigneur, ben non, oui. non, c'est ça. Fait que là, des fois, moi, j'y allais le mardi, ma soeur plus le week-end. Là, on disait, papa, tu sais, as-tu remarqué telle affaire? OK. Fait que, Mais vous étiez des bons yeux pour votre père. oui, c'est ça, pour, tu sais, des fois, là, enlever le nez de coller Oui, sur oui, sa c'est ça. fenêtre, là, Oui. puis dire, ouais, là, on a remarqué, il faudrait peut-être parler de ça avec maman, etc. Fait que si je comprends bien, les rôles puis les tâches, ils ont un peu tout le temps changé aussi. Tu sais, ça n'a pas été déterminé. Oui, ça a évolué Oui. à Oui. mesure des besoins. Puis, il ne faut pas oublier que la personne malade, il faut être à son écoute. Hein? Fait que quand on va la visiter, tu sais, même si on y allait une fois par semaine, pas juste pour jaser, hein? Les gens, ils nous lancent des messages. Des fois, c'est subtil, mais il faut être à l'écoute pour être capable de les attraper. Des fois, ils nous attendent pour dire de quoi aussi. C'est hein? ça. Puis la personne, elle se confie pas. Tu sais, il y a des choses que ma mère disait pas à mon père, que c'était à ma sœur qui était plus à l'aise d'en parler. Des fois, c'était à moi. Fait que, tu sais, faut être vigilant, comme tu dis, puis... Être vraiment à l'écoute, être intéressé à ce qu'a dit... Oui. Toi, là, tu dis que tu venais une fois par semaine voir ta mère. C'était quoi ton rôle? Tu t'avais-tu donné un rôle à faire ou tu improvisais ou c'est quoi, toi? C'était quoi qu'il fallait que tu fasses? Bien, c'est une excellente question parce que justement, moi, j'ai été plus comme la facilitatrice pour réaliser ce que j'appelle là, sa wish list. On a tous des souhaits qu'on veut réaliser, puis on se dit, bon, un jour, avant de mourir ou avant ma retraite, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, moi, quand le médecin nous a dit qu'il fallait emmagasiner là, les derniers souvenirs ensemble, là, ben moi, ça a fait 1 + 1 dans ma tête. J'ai décidé à ce moment-là de travailler 4 jours semaine et de consacrer mes mardis à ma maman, parce que je me disais, le temps avec elle, ça ne repassera pas. Donc, tous les mardis matins, j'arrivais à la maison et je peux te dire, ma chère Karine, que ma mère, elle m'attendait avec sa liste de choses à faire. Mais elle avait tellement pas d'énergie qu'on avait à peu près 1h30 par matin quand le médecin partait. L'après-midi, il fallait qu'elle se repose. Donc, on avait à peu près 1h30 ou 2, tu sais, devant nous pour se mettre au travail. Puis de continuer le mardi d'après parce qu'elle savait que je revenais.
Puis ça, je trouve ça important parce que c'est pas compliqué de réaliser les souhaits de la personne. Je te donne un exemple. Ma mère, elle voulait... la première chose qu'elle m'a demandé le premier mardi, c'est d'aller sortir du sous-sol les toiles qu'elle avait peintes au fil des années. Puis je peux te dire que des voyages au sous-sol, j'en ai fait plusieurs parce que ma mère, elle avait 110 toiles qu'elle avait peintes avec les Elle, années. elle y passait, là, Oui, oui. en Fait haut, qu'elle, là. là, elle avait tout remisé ça dans la poussière, mais ça la tourmentait, comme on dit. Et là, en les sortant devant elle, une par une, il y avait des toiles à l'huile, puis après ça, elle s'est mise à faire de l'aquarelle. Bien, on a constaté qu'elle n'avait la moitié même pas signé. Ah! Fait que là, comme devoir, j'ai dit là, maman, on peut pas laisser ça comme ça. Prends-toi un crayon, puis quand tu auras un peu d'énergie, ben mets ta griffe d'artiste, ben oui. Wow! Fait que ça, tu vois, là, ça a été un grand moment pour elle où je l'ai vue, là, ressusciter devant moi. Elle a même ressorti des pinceaux pour refaire des retouches à certaines toiles. Fait que, tu sais, là, j'ai vu comme l'artiste en elle. Ça nous a permis, comme famille aussi, de... Tu sais, les petits-enfants n'avaient jamais vu ces toiles-là, donc d'admirer ça en famille. Puis, l'autre moment important, bien, c'est quelques semaines après, elle m'a dit, là, je me sentirais prête à les remettre de mon vivant. Donc, on a eu le bonheur qu'elle puisse remettre aux personnes de son choix, des amis, les petits-enfants, la famille, bien, les toiles. Ah, c'est tellement beau! Mais, tu sais, elle aurait pu dire, Claudia, tu t'occuperas de ça quand je vais être décédée. Elle voulait le faire. Oui, vraiment. Puis ça, c'est un moment important. Fait que, tu sais, d'être attentif à qu'est-ce que la personne veut. Elle voulait faire son album de vie, ma mère, donc une espèce de scrapbook où elle a ramassé, là, c'est la lettre d'amour de mon père, des dessins des petits-enfants, ses dessins de jeunesse, des cartes de souhait, tu sais, tout condensé dans un album. Fait que ça, c'est une autre chose que je lui ai aidé à faire. Donc, tu lui réalisais ses souhaits qu'elle m'évoquait, tout simplement. Puis, il y a un mardi, je peux te dire qu'elle m'attendait avec un souhait assez spécial. Elle voulait que je l'aide à choisir les vêtements qu'elle allait porter dans son cercueil. Fait que là, je peux te dire que j'ai pris 2-3 bonnes respirations. Puis là, je me suis dit, Claudia, c'est une belle marque de confiance. Puis ça, il faut en parler avec les gens. Hein? Si moi, je veux réaliser ces dernières volontés, ben il faut oser parler de ces sujets-là. Donc, on a choisi un kit d'hiver, un kit d'été. Puis à ce moment-là, ben on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait décéder. Mais pour elle, toutes ces petites choses-là dans sa liste, ça a fait en sorte qu'elle est devenue comme plus sereine, plus paisible avec elle-même, parce que dès qu'on cochait quelque chose qui tenait à cœur, ben tu sais, ça l'amenait une sérénité dans... Vous avez tout fait pour garder votre maman à la maison. Mais pour sa sécurité et son bien-être, avez-vous été capable de la garder jusqu'à la fin? Non. Non. Non, parce qu'à un moment donné, ça c'est une de nos derniers conseils de famille, où là, ma mère, elle a fait une chute dans la maison et elle s'est mise à somnoler à cause du manque d'oxygène qui s'en allait au cerveau. Donc, il fallait l'attacher sur sa chaise pendant qu'elle mangeait parce qu'elle s'endormait. Et là, le médecin avait dit à mon père qu'elle risquait de mourir étouffée. Et il n'était pas du tout à l'aise, mon père, de prodiguer là, le protocole de détresse respiratoire puis avoir ça sur sa conscience. Donc là, c'est moi qui ai abordé le sujet. Tu sais, il y a des sujets délicats comme ça que c'était moi là, qui était la mieux placée pour en parler avec ma mère, avec ma soeur, bien sûr, puis mon père, pour dire là, maman, on est inquiet pour ta sécurité. T'aimerais décéder à la maison, mais là, on a besoin de l'expertise des soins palliatifs. Et après cette rencontre-là qu'on a fait, elle a validé avec son médecin de famille en qui elle avait une grande confiance, qui était du même avis. Et elle a accepté à ce moment-là de signer là, les documents pour aller dans une chambre de soins palliatifs. On a la chance en Beauce d'avoir 2 chambres qui sont aménagées pour
la fin de vie grâce au crépuscule là, qui avait investi au niveau de leur fondation dans ces 2 chambres-là au CHSLD. Puis il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a 2 chambres, il y avait 2 places. Puis quelques jours après la signature des documents, l'appel est rentré, puis ma mère avait sa place là-bas au palliatif. Puis je peux te dire, ma chère Karine, que là, on a vu c'était quoi l'expertise des soins palliatifs. C'est des gens qui sont formés pour les soins de confort. Tu sais, on tombe complètement dans une autre game. Puis là, on a vu c'était quoi la valeur ajoutée de ça. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ma mère n'a pas été longtemps aux soins palliatifs. Ça a duré 7 jours parce que c'est comme si cet environnement-là puis ces experts-là lui ont permis d'être en confiance puis de lâcher prise pour la première fois de sa vie. C'est ça, j'allais dire. Ben là, oui, à 30 ans, elle lâchait pas le morceau, ma mère. Ça. Mais là, c'est comme si elle est devenue sereine, elle a lâché prise. Et la beauté que ma soeur puis moi, on a observée, c'est que mon père est redevenu le conjoint de ma mère. T'sais, au lieu d'être proche aidant. Oui, parce qu'au lieu d'être le proche aidant, là, tu as l'équipe qui est là puis qui prend soin de la personne malade. Ils connaissent ça, ils connaissent la fin de vie. Et là, mon père, bien, il était plus, c'est ça, le conjoint. Fait que là, on a revu nos parents redevenir époux puis épouses, là. Fait que ça, en tant qu'enfant, ça a été un beau moment. Puis ma mère a pu décéder grâce aux soins palliatifs dans en sécurité, dans la dignité et en toute douceur, en compagnie de ma soeur Peggy, mon père Michel, puis moi. Fait que ça, ça a vraiment fait une différence. Avant de finir, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, toi, qui vont devenir proches aidants, les gens qui vont traverser cette expérience-là? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Qu'est-ce que... Tu sais, il doit y avoir des choses que vous avez faites, puis avec le recul que vous avez dit, on aurait dû faire ça. Je veux t'entendre sur ça. Conseille-moi. Mon premier constat à ce moment-là, c'est de réaliser qu'on va tous devenir proches aidants. Hein? On ne sait pas quand, puis on ne sait pas auprès de qui, mais accompagner un être cher, là, des fois, c'est nos parents, des fois, c'est notre conjoint, un enfant, un ami. Fait que moi, ce que ça a fait là, comme expérience, ça a changé ma vie. Ça m'a inspiré un livre, L'histoire de ma mère, parce que je voulais que notre histoire soit utile à d'autres familles. Puis, je voulais que ça soit un coffre à outils. Fait que mon livre que j'ai intitulé « Grandir comme proche aidant », qui est publié aux éditions La Roupée, bien, dans le fond, c'est simple, hein? C'est pas un gros livre, c'est 12 chapitres avec 12 clés que je veux partager aux gens, justement, pour être outillés pour accompagner un être cher. Et je donne des devoirs à faire, donc je pose des questions et je laisse l'espace pour que les gens puissent noter parce que je veux que les gens se mettent en action. Puis l'autre chose que j'ai découvert, tantôt tu disais, bon, y a-t-il des choses que vous avez réalisées ou non? Bien, il y a plein de services et d'organismes qui existent, mais j'ai constaté qu'ils sont souvent méconnus, puis les gens attendent trop tard pour demander de l'aide. Donc, dans mon livre, je mets des références utiles, des organismes qui ont fait la différence pour nous, pour que ça devienne vraiment un coffre à outils là, de référence aux besoins. Puis, comme je le disais tantôt, mon meilleur conseil, bien, c'est vraiment, en tant que proche aidant, aussi de prendre soin de soi. C'est une expérience de vie, c'est un privilège d'accompagner quelqu'un, mais pour ça, il faut être bien outillé. Puis pour passer à travers cette expérience-là, grandir, hein, c'est pour ça que grandir, c'est parce qu'il faut sortir grandi de là, mais il faut aussi penser à soi puis s'accorder du répit. Merci beaucoup, Claudia, pour ce magnifique partage. Bien, merci, ma chère. Bonne chance pour la suite. Merci. Puis pour ton livre. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.